Bon, je remercie vivement les organisateurs de cette matinée et avant tout Francis. Je crois que le nom, je peux le mettre à plat. Et je remercie cet auditoire si nombreux que je n'ai pas convié à une conférence, énième conférence. J'ai fait pas mal de conférences qui sont devenues des articles, mais vous conviez à une espèce de causerie un peu plus débridée, encore que j'ai quand même quelques points de repère, je ne vais pas aller n'importe où, mais plutôt une causerie donc un peu à bâton rompu, et pour vous dire un peu où j'en suis actuellement. Je ne suis pas un spécialiste d'enfants, de sorte que l'intitulé même de cette matinée, la constitution de l'inconscient chez l'enfant, après tout, on aurait pu dire la constitution de l'inconscient chez l'être humain. Parce que si l'inconscient est constitué chez l'enfant, il est bien évident qu'il va persister dans l'être humain. Mais donc, pour moi, le problème est un problème anthropologique fondamental que celui de l'inconscient. Qu'est-ce que ma théorie ? Ma théorie, c'est une réflexion. J'aurais bien du mal à la définir autrement. Nourrie plutôt qu'à partir de ma pratique, c'est-à-dire n'élaborant pas ma pratique, mais nourrie de ma pratique de psychanalyste essentiellement et de psychanalyste d'adulte. Et nourrie de Freud, dont je ne suis pas pour autant un spécialiste au sens de... Je serais bien normal d'écrire une biographie de Freud, et que le Freud qui m'intéresse et qui me stimule est un personnage extraordinaire. C'est le personnage avant tout de ses textes. J'ai bien aimé le terme que vous venez d'employer, celui d'auto-immune. J'ai employé le terme de fourvoiement. Il y a en effet des moments chez Freud qui ont l'air de véritables retours en arrière. Mais il y a en même temps chez Freud une espèce de passion extraordinaire. Il s'est qualifié à un moment de conquistador, et à mon avis, ce n'est pas si mal vu. Parce que le conquistador, au sens de Christophe Colomb, ne découvre pas seulement une façon de naviguer, il découvre aussi une terre nouvelle. Or, Freud, mettant au point une espèce de façon de naviguer avec les patientes hystériques, de leur faire avouer, si l'on peut dire, l'inavouable. Lisez Dora de ce point de vue-là, c'est un texte qui va être republié prochainement, mais lisez le cas Dora, c'est tout à fait extraordinaire. Freud est par moments un véritable tortionnaire vis-à-vis de Dora. Bon, donc Freud n'est pas mu seulement par une méthode, sur laquelle il n'a jamais varié, qui est la méthode de dissociation, d'association-dissociation. C'est aussi un découvreur d'une terre nouvelle, une terra incognita, et qui restera incognita malgré tout, parce que sa spécificité, dirais-je, c'est de rester incognita, c'est-à-dire, disons, l'inconscient. Donc, après tout, entre grands savants, grands rationalistes, matérialistes, positivistes, je tiens au mot, et j'aime bien quand même Auguste Comte, même si ce n'est pas ma lecture quotidienne. Bon, grand rationaliste, grand positiviste, c'est aussi, comment dire, quelqu'un qui est mu
D'abord, on m'a demandé récemment, vous voyez que je parle du point de vue de la causerie, on m'a demandé d'introduire prochainement un colloque sur Freud et la philosophie, et j'ai insisté sur 2 points. Chez Freud, la spéculation d'une part, et d'autre part l'exigence. C'est très curieux parce que la spéculation, par moments, ce sont des grandes envolées. Il y a des textes qui sont des envolées qu'il qualifiait lui-même de spéculatives, c'est-à-dire des façons de continuer un raisonnement pourvoir. Ce qui n'empêche qu'au bout, il faudra bien quand même que ce pourvoir aboutisse à quelque chose. Je pense notamment au texte au-delà du principe de plaisir qui se présente comme une spéculation. Et puis, mais surtout, l'exigence. Or, l'exigence, chez Freud, et c'est peut-être assez unique chez un savant, l'exigence, elle ne vient pas de lui, elle lui vient de l'objet. C'est l'objet qui est exigeant vis-à-vis de lui, c'est l'objet qui lui montre sans cesse la boussole, cet objet inconscient, que néanmoins il n'atteindra jamais et qui, à mon avis, ne peut pas être atteint jamais, c'est-à-dire ne peut être que reconstruit. Voilà un peu pour mon abord de Freud. Vous savez que je passe mon temps avec d'éminents collègues et d'excellents collègues et d'excellents moments à traduire Freud. Nous en sommes déjà à pas mal de tomes. Il y aura 20 tomes bientôt de ces œuvres complètes dont je ne fais pas la publicité, qui sont une traduction extrêmement fidèle, en même temps qu'elle essaye d'être bien française, mais fidèle au mot pour mot, y compris fidèle aux impropriétés, aux erreurs, aux achoppements de Freud lui-même. C'est-à-dire qu'une bonne traduction ne doit pas interpréter l'auteur, mais quand l'auteur présente des ambiguïtés ou des erreurs, eh bien la traduction la bonne traduction scientifique, j'entends, se doit de les restituer telles quelles. Ceci pour dire ceci, pourquoi est-ce que j'ai amené ce tome ici? Tout simplement pour ceci qui me turlupine en ce moment, qui est quelque chose dont j'ai touché à un mot dans un texte qui s'appelle « Faut-il réécrire le chapitre 7 ?» sous-entendu de l'interprétation du rêve. Vous savez, le chapitre 7, c'est le fameux chapitre théorique terminal. Et je me suis dit, mais quand même, j'ai pas dit une chose, qui est la chose suivante. Alors, je vous lis... vous allez voir que ça n'est pas sans rapport avec ce que mon introduction n'est pas sans rapport avec ce que je vais amener. Voilà ce que je vous cite quelques phrases de Freud. Nous nous représentons donc l'appareil animique comme un instrument composé dont nous appellerons les parties constituantes instances ou, pour mieux visualiser, systèmes. Nous attendons à ce que ces systèmes aient peut-être l'un par à l'autre une orientation spatiale constante, un sens. Bon. Plus loin, il dit, je vais vous le dessiner tout de suite, le schéma le plus général de l'appareil psychique aurait donc l'aspect suivant, dessin, mais il n'y a là que l'accomplissement de cette exigence qui nous est depuis longtemps familière. L'appareil psychique doit être construit comme un appareil réflexe. Le processus réflexe reste aussi le modèle de tout fonctionnement psychique. Le réflexe, mes connaissances fort lointaines, mais enfin les connaissances vulgaires même de chacun sur le réflexe, lui font savoir que ce n'est pas quand on tape avec un marteau sur le tendon du genou, n'est-ce pas? Eh bien, ce n'est pas la force du marteau qui se transmet au mouvement. Ce n'est pas l'énergie du marteau. Donc, l'idée de Freud est foncièrement erronée.
En ce sens qu'un appareil réflexe, ça veut dire qu'il restitue à la sortie tout ce qu'il reçoit à l'entrée.